Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'École du Futur. Au programme aujourd'hui, on commence avec notre partenaire, le Clémy, qui nous propose un nouvel épisode de sa série La famille tout écran. Nouvel épisode qu'on découvre dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech, toujours. Dorit Naon est avec nous aujourd'hui en plateau. Bonjour Dorit. Hello. Ça va ? Ça va et vous ? Bon, quel va être l'objet tout va bien, toujours, évidemment. Quel va être l'objet de votre chronique aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va voir comment déjouer ces croyances limitantes. On en parle dans un instant. Et puis, si les enseignants et les dirigeants politiques considèrent la créativité et l'esprit critique comme des objectifs importants de l'enseignement, beaucoup éprouvent malgré tout des difficultés à concevoir comment développer ces compétences dans le cadre scolaire. On va en parler avec notre invitée puisqu'elle connaît très bien ces sujets. Anne Coffinier, bonjour. Bonjour. Vous êtes défenseur des libertés scolaires et présidente de l'association Créer son école. On parle de ces sujets-là passionnants dans un instant, si vous le voulez bien, juste après le focus. Comment utiliser les écrans à la maison? Quelles sont les règles à adopter aussi? Les conseils à suivre pour un usage maîtrisé du numérique dans les foyers? Voici quelques questions que se pose notre partenaire, le Clémy, avec sa série La famille tout écran. On regarde ensemble un épisode. Attention, c'est le JT, à couvert. Attention, c'est des images de guerre, ça va être moche, fermez vos yeux. C'est bon, c'est fini. Des opérations militaires. Gaza. Pas encore. Bon, fermez les yeux. Et la bourse de Paris termine en hausse, plus 0,3%. Miami, place tournante du Tu m'expliques ? stupéfiant aux États-Unis. Eh ben, comme ça, au moins, aucun risque qu'il voit des images choquantes. Les narcotrafiquants. Faut juste que je les guide pour pas qu'ils se cognent. Sans pitié et permanente. Je te ficherais des images choquantes, fallait éteindre la télé. Bah oui, il suffit de changer de chaîne. J'ai perdu la télécommande. Les hommes de la brigade des stupes traquent les narcotrafiquants nuit et jour. La guerre est sans pitié et permanente. Une seule mission pour ces... Entre les actualités, les séries, les films et même parfois les bandes annonces diffusées en pleine journée, il y a des risques. Alors si c'est juste pour nous mettre en fond sonore et qu'on ne sert pas, il suffit de nous éteindre. Ça fait du bien d'être au calme, croyez-moi. Et on va mettre la table. Les enfants aiment apprendre, mais certains n'aiment pas l'école. Alors, à nous donc de faire l'école différemment pour garder intacte cette envie d'apprendre. Et cela pourrait bien passer par un peu de créativité. Et on en parle tout de suite dans la première partie du talk. Et aujourd'hui, à nos côtés pour en parler, Anne Coffinier. Je rappelle que vous êtes défenseur des libertés scolaires et présidente de l'association Créer son école. Peut-être une première question assez générale pour commencer. Ça veut dire quoi, la créativité, Anne, selon vous ? Alors, c'est un sujet qui fait l'objet d'emblée de débats, puisque créativité, on peut imaginer que c'est cette idée de penser en dehors des cadres communs, de prendre des initiatives, de ne pas se limiter soi-même, de ne pas chercher d'abord à être conforme à une attente institutionnelle, l'attente du professeur, l'attente d'un exercice, et d'être capable donc avant tout de suivre une logique interne pour chercher la vérité, pour chercher quelque chose qui nous plaît, pour chercher quelque chose qu'on a envie d'exprimer. Bon, ça, c'est une première approche. Après, il y a une approche qu'on peut avoir qui est plus critique, c'est que tout de suite, quand on aborde ce sujet de la créativité, souvent, il y a la question du « mais est-ce que ça s'oppose à la transmission ?» Mais est-ce que ça s'oppose à la rigueur ? Est-ce que ça va s'opposer à l'idée de faire un exercice avec des attentes précises, cadrées ? Ou est-ce que c'est une sorte de logique de feuille blanche, allez-y, exprimez-vous, c'est merveilleux. Et on se rend compte que c'est un sujet qui est très polémique et qui finalement ne fait pas du tout l'objet de consensus par les gens qui essaient de développer des initiatives pour développer la créativité. Vous l'avez dit, effectivement, la pensée créative repose peut-être aussi sur l'intelligence collective. Elle sollicite la confiance, l'écoute, le développement du sens critique. Dans la créativité aussi, il y a quelque chose d'essentiel, c'est l'erreur. Permettre l'erreur, le fait qu'elle soit acceptée, elle facilite aussi la prise de risque, la confiance, c'est ce que vous nous dites. Si on part de ce constat, est-ce que école et créativité, c'est pas un peu antinomique ?
Alors, c'est d'autant plus antinomique qu'on a voulu faire de l'école un lieu où finalement tout doit se jouer. Si on écoute bien, l'école, elle doit tout résoudre, tout le problème de toute la société, elle doit éduquer, elle doit instruire, elle doit mettre en garde contre des dangers, elle doit apprendre certaines mentalités, elle doit apprendre la tolérance, elle doit apprendre le respect de l'autre, elle doit apprendre à ne pas juger. On lui demande Donc, beaucoup. En fait, on lui demande tout. Donc, comme on lui demande tout, on lui demande aussi, pourquoi pas, de créer. Donc, il arrive un moment où c'est peut-être un peu trop. Et donc, cette question de la créativité, c'est aussi la question de quel est l'objectif numéro 1 de l'école. La plupart des penseurs ont quand même considéré que l'école, elle est là avant tout pour transmettre des connaissances, elle est là pour passer une civilisation, pour passer un héritage, passer des savoirs, etc. Bon, ça, c'est l'approche la plus traditionnelle. Et certains ont considéré que l'école est avant tout un lieu pour nourrir, mettre en branle ce désir d'apprendre, mettre en branle cette curiosité infinie, avec ce qui va avec, c'est-à-dire la ténacité, pas lâcher le morceau, comme on dit. Il y a beaucoup d'enfants, en première difficulté, il n'y a plus personne. Donc, leur donner l'habitude... Le goût de l'effort. Le goût de l'effort. Et certains voient même l'apprentissage comme une logique un petit peu de dépassement de soi. C'est-à-dire que c'est une aventure personnelle, où on va prendre le goût de repousser ses limites, de comprendre toujours plus. Et c'est une émulation face à soi-même, face à l'ancienne version de soi-même. Et d'autres voient tout de suite ça comme une approche où on dirait que mais c'est horrible parce qu'il va y avoir une émulation, ça va être compétitif avec d'autres. Mais donc ça, c'est une manière d'organiser son école. On peut avant tout créer une aventure personnelle où chacun repousse ses limites, soi-même et collectivement, par l'autre, par un groupe, etc. Ou bien une aventure où on va se classer les uns les autres, où on va être en émulation, on va être en compétition. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des approches pédagogiques libres qu'on a installées. Voilà, donc il y a vraiment du boulot sur tout ça, mais ce qui est je trouve le plus embêtant, c'est qu'encore aujourd'hui, on a une approche par opposition entre, par exemple, vous voyez, vous avez utilisé le terme de compétences tout à l'heure, c'est très à la mode depuis au moins 10 ans, mais on va avoir donc une opposition entre les compétences et les connaissances chez les penseurs. Ou les connaissances, c'est supposé has-been, parce que de toute manière, on a tout à portée de clic, donc on s'en fout de ce qu'on apprend, puisqu'on peut toujours apprendre tout comme ça facilement. Sauf qu'on sait très bien aussi que pour penser, pour avoir une pensée critique, une pensée créative, il faut de la matière. À la limite, n'importe quelle matière, mais il faut de la matière. Oui. Et de la matière qui vous enthousiasme et qui vous nourrit dans un domaine, une matière assez sophistiquée pour que justement votre esprit se sophistique. Et l'approche actuelle, c'est souvent une approche de saupoudrage, d'éveil, on couvre un peu tout, mais on n'approfondit rien. Et ce type d'approche-là ne nourrit pas la créativité. Parce qu'on est à une époque où justement, en dehors de l'école, on peut accéder à plein de choses très variées. Il suffit de scroller vaguement sur son téléphone et on accède à des mondes, à des réalités, à des pays, à des cultures complètement différentes. Par contre, l'effort linéaire d'une pensée puissante, d'une pensée rigoureuse, ça, on n'y accède pas du tout comme ça. Donc en fait, le sujet, c'est pas tellement de couvrir tous les champs comme avant. Quand on voit le socle commun de connaissances, il est délirant, il est infini, c'est quasiment universitaire. On s'en moque de ça, parce que de toute manière, la vie permet largement de faire ça. Par contre, développer une grande maîtrise de la langue française, une grande maîtrise de la logique, la puissance logique, et trouver quelque chose pour donner ce goût, cet appétit de l'apprentissage, ça, c'est ce qui va permettre d'aller extraordinairement loin tout au long de sa vie. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que le programme scolaire tel qu'il est fait aujourd'hui, il est un peu désuet, il n'est pas adapté au... Non, c'est clair. Je pense qu'il repose clairement sur une vision du 19e, où certains enfants n'avaient pas accès à la culture, ou très peu. Et par contre, où tout le monde avait intégré qu'il faut vraiment travailler, sinon on ne s'en sort pas. Or, aujourd'hui, le problème, il est presque inverse. Tout le monde a potentiellement accès à tout. On a accès à la plupart des livres aujourd'hui sur Internet, on a accès à la plupart de tout, en fait, très facilement. Puis il y a plein de musées gratuits. Ça n'a jamais été aussi facile d'accès. Mais l'envie manque. Le sentiment d'un écrasement, le sentiment peut-être d'une incapacité ou d'un manque de sens manque. Donc le problème, il est presque inverse. Il faut recréer du désir par le sens. La dimension sapientielle, la dimension de la sagesse a aussi complètement disparu. Ouais. Beaucoup de jeunes se disent « mais pourquoi je vais apprendre ça ? À quoi bon ? À quoi ça sert ? De toute manière, qu'est-ce que je vais en faire de ça ?» Parce qu'aussi, on ne leur montre pas que derrière, il y a un accomplissement personnel, qu'il y a une quête de sens, que derrière, on cherche à comprendre comment fonctionne le monde, qu'il y a toute cette dimension de recherche de la sagesse. Et ça, c'est devenu complètement tabou. Alors, il y a des petits cours en philo, on va faire un petit peu de philo, on va chercher un petit peu, dans le cadre du cours, un petit peu le sens des choses. Mais c'est pas assez. Et puis, dès qu'on a sorti du cours, on retombe dans c'est au programme, c'est pas au programme, si ça a bien compris le contrôle. Donc, il n'y a plus de finalité.
Ce que vous nous dites, c'est aussi l'objectif numéro 1 de l'école, dont vous nous parliez tout à l'heure. Lors de sa création, l'école, elle n'avait pas du tout pour but de développer la créativité des enfants, plutôt de leur apporter, vous le disiez, des connaissances et des compétences répondant à l'époque, au 19e siècle, aux besoins des industries en développement. C'est en tout cas ce qu'affirment aussi de nombreux auteurs, Ken Robinson aussi, grand théoricien de la créativité à l'école, François Tadei ou encore la sociologue Anne Kérien. Est-ce que ça voudrait dire, selon vous, que les écoles auraient été réfléchies comme des usines au 19e siècle ? Oui, usines et casernes. Enfin, c'est clair. De la même manière que le modèle de l'école républicaine a vraiment été pensé dans une perspective revancharde. Il s'agissait de se préparer face à l'Allemagne, à faire des gens qui étaient capables de mener un effort de guerre. Il s'agissait aussi de concevoir une école républicaine contre l'Église pour s'arracher à ce qui était présenté comme un obscurantisme. Donc c'était toujours dans une perspective qui était extérieure au phénomène d'apprentissage. Donc on faisait des gens robustes, carrés, efficaces, dans une perspective. Donc la chair à canon d'un côté, l'arrachement à la perspective religieuse de l'autre et l'enracinement de la République de l'autre. Sauf qu'il n'y a pas eu d'évolution dans cette perspective-là. Voilà, aujourd'hui, donc, si on demande aux gens quel est le but de l'école, ils ne vont pas du tout répondre à la même chose que les politiques. La plupart des politiques vont répondre c'est assurer l'égalité des chances. Depuis 15 ans, ils répondent tout ça. Alors que les gens dans la rue ne vont pas dire ça. Il y en a qui vont dire donner les bases pour avoir un bon métier, donner les bases pour bien réussir dans la vie, gagner de l'argent. D'autres qui diront apprendre à instruire, apprendre à penser. Et c'est clair qu'il y a une divergence majeure et qu'on n'est plus du tout d'accord sur ce qu'on fait à l'école. Une sorte de déconnexion. Parce que la question qu'on se pose aujourd'hui, maintenant que le système il est comme il est, effectivement, c'est comment les enseignants peuvent associer les attentes du système scolaire actuel dont vous nous avez parlé, qui sont axées, aujourd'hui, on va le dire, sur l'apprentissage des fondamentaux, avec la nécessité de favoriser autre chose chez les élèves, et notamment la créativité. Alors, je ne suis pas d'accord qu'ils sont tellement axés sur l'apprentissage des fondamentaux. C'est ce qui martèle, en tout cas, les politiques. Oui, ils le disent, mais vous savez, ce n'est pas parce qu'ils disent une chose que ça correspond à la vérité. Ça, on est d'accord. Non. Mais votre point de vue, il est qu'aujourd'hui, on n'apprend pas les fondamentaux à l'école. On n'apprend pas les fondamentaux à l'école. Non, pas du tout, non. La maîtrise de la langue française est désastreuse. Ça saute aux yeux, si vous voulez. Et puis, la puissance logique, c'est pas brillant. Vous n'avez qu'à voir notre classement PISA. Il n'y a pas de puissance logique. Par contre, l'esprit est surencombré de connaissances assez périssables, très très marquées, assez liées d'ailleurs à l'ultra-contemporain. On n'arrête pas, par exemple, de modifier les programmes scolaires. Il faut toujours qu'on prenne en compte les 15 dernières années, c'est très très important, aussi bien, vous voyez, en histoire, etc. Mais on n'a pas besoin d'étudier l'ultra-contemporain en classe. En réalité, c'est pas mûr, c'est pas décanté, c'est matière à problème. C'est trop tôt. C'est trop tôt, on n'a pas besoin de ça. En fait, si déjà on transmet ce qui fait notre culture commune, si déjà on transmet une maîtrise puissante du raisonnement logique, la résolution de problèmes par exemple, je prenais 10 personnes dans la rue et demandais-leur de faire une règle de 3 rapidement. Et ça n'ira pas. La règle de 3, je suis désolée, c'est en CE2, en CE1. Vous voyez ? Donc, il y a quand même un problème. Donc, les fondamentaux, non, c'est une grosse blague. Est-ce que le sujet aujourd'hui, c'est peut-être plutôt le bien-être? On voit une radicalisation de la société, des idées aussi. On recevait il y a quelques jours Malène Ridal sur les cours d'empathie à l'école, les soft skills. Est-ce que pour vous, c'est plutôt ça, vers quoi le programme scolaire devrait se pencher? Non, pour moi, ce qu'il faut faire, c'est définir un programme scolaire très strict, très exigeant, mais minimum. C'est-à-dire, par exemple, on va apprendre en matière de maths, si on veut, on va apprendre les 4 opérations dès le début. On sait que, par exemple, en telle année, on va aller jusqu'à être capable de diviser n'importe quel chiffre. Cette année, l'année d'après, avec des virgules, etc. Mais l'idée, par exemple, c'est de faire les 4 opérations dès le début et pas attendre le CM2 pour faire la division vaguement, sans s'en souvenir ensuite. Ça, c'est des choses comme ça. Donc la question, c'est est-ce qu'ils savent faire les 4 opérations en donnant des exemples types de ce qu'ils doivent savoir faire. Ensuite, pareil pour le français, pareil pour en gros, histoire, un peu SVT. Bon. Il faut que ça soit très clair, très maîtrisé, mais minimum. Et à côté de ça, il faut faire confiance aux profs. Il faut faire confiance aux élèves, il faut laisser du temps pour les projets. La liberté laisser pédagogique. Du temps pour aller dans le sens... Un prof peut être super bon en musique et il peut... Regardez, par exemple, avant, dans Ancient Time, comme on dit, il y avait le quadrivium. Comme vous savez, dans le quadrivium, donc c'était l'apprentissage des sciences. Et dans l'apprentissage des sciences, vous aviez l'astronomie et la musique, qui étaient 2 composantes majeures.
des sciences, apprentissage des sciences. Aujourd'hui, On n'a plus aujourd'hui. plus du tout. Et encore, on fait vaguement un peu chanter, mais on n'a plus du tout idée du langage que représente la musique, qui est un langage très spécifique, qui est aussi spécifique que le langage mathématique. Donc, pourquoi pas aller dans ce sens-là si un prof est vraiment intéressé. Il faut laisser du temps pour faire les fondamentaux et du temps pour aller vers la passion. Et une chose qui est super importante, c'est qu'on ait des professeurs passionnés. Et ça, on a beaucoup lutté contre ça. On a voulu avoir des professeurs techniques, professeurs lambda qu'on pourrait remplacer par un autre. Mais il n'y a que la passion qui donne la passion. Bien sûr. Mais ce que je vous propose, Anne, c'est qu'on continue d'en parler effectivement dans un instant, juste après le tour du côté de la Planète Tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau. Le plateau de l'École du Futur est en compagnie de notre invitée Anne Coffinier. Mais juste avant de reprendre nos échanges, on va laisser place à la chronique de Dorit Naon qui a une idée derrière la tech. Dorit, aujourd'hui vous allez nous parler des croyances limitantes. On parle de quoi exactement ? On parle de ce qui pourrit la vie de beaucoup de gens, cette sensation qu'on ne peut pas atteindre ces objectifs, qu'on n'est pas capable, qu'on n'est pas légitime, qu'on n'est pas assez bien. On parle même de conviction, d'ailleurs, qu'on ne mérite pas ce qui nous arrive, qu'on n'a pas le niveau d'aspirer à plus que ce qu'on a actuellement. Et tout ça, ce sont des croyances limitantes qui nous empêchent d'avancer, d'évoluer et qui nous font stagner, voire régresser. Alors, comment on explique ce processus, Dorit ? C'est la volonté du cerveau de nous protéger de tout un tas de douleurs. On a 3 déclencheurs qui sont identifiés pour les croyances limitantes. D'abord la peur, ensuite le syndrome de l'imposteur, ensuite les expériences passées. Et la plupart du temps, les croyances limitantes, elles apparaissent dès le plus jeune âge et elles évoluent, voire elles se réinventent tout au long de sa vie. Par exemple, si vous avez vécu un moment douloureux qui explique votre peur que ça se reproduise, c'est là qu'il y a le mécanisme de protection du cerveau qui se met en place. En gros, c'est votre cerveau qui dit « tu n'en es pas capable » pour ne pas que vous reviviez la douleur d'un épisode passé. Si on parle du domaine du travail, quelles sont les croyances limitantes les plus courantes ? Je ne suis pas capable. Au sujet d'un projet, je suis trop vieux ou trop jeune pour ne pas être manager, par exemple. Je n'ai pas assez de temps pour justifier qu'on n'a pas le temps de faire une thérapie, donc de prendre soin de soi. Je ne suis pas assez intelligent quand on doit organiser une réunion, par exemple, donc on se rabaisse. Je n'ai pas assez d'expérience quand on doit gérer des responsabilités pour justifier son incapacité. Je ne réussirai jamais quand on est
dépassé face à l'ampleur d'un projet. Je ne ferai jamais partie des meilleurs quand on se compare aux autres, très toxique, et qu'on se trouve moins bien. Je ne suis pas assez douée quand on a tellement d'exigences envers soi-même qu'on se rabaisse, et il y en a encore énormément. Et ça concerne tout le monde ou plutôt des catégories de personnes en particulier? Tout le monde, et à n'importe quel moment de sa vie. Donc c'est ça la bonne nouvelle, c'est que c'est ok d'avoir des croyances limitantes, parce que c'est ok d'avoir peur dans la vie. Ça nous arrive à tous à un moment ou à un autre, mais on a des croyances limitantes spécialement dédiées aux femmes quand même, avec supplément machisme et patriarcat. Alors parmi elles, une femme ne peut pas jongler avec sa vie privée et sa vie professionnelle, une femme n'est pas complète sans enfant, il faut se méfier des femmes mariées à leur carrière, si je brille, je vais faire de l'ombre aux autres, on ne peut avoir confiance en personne, si je dis oui, on m'aimera davantage, et encore une fois, il y en a encore beaucoup derrière. Alors Dorit, vous allez nous donner vos conseils. Comment est-ce qu'on peut faire pour se détacher justement de ces croyances limitantes? Avec du temps et de la pratique. Alors pour la pratique, on peut extérioriser à l'écrit en faisant un travail d'introspection et en identifiant et en notant les croyances limitantes dans un carnet par exemple. Ensuite, se demander la légitimité de la croyance limitante. Est-ce qu'elle est sourcée? L'idée, c'est de démonter la croyance limitante pour réaliser qu'elle n'a rien de factuel. Et ensuite, on pratique de la psychologie positive parce qu'on rappelle le grand principe de la loi de l'attraction. Le positif attire le positif et c'est comme ça qu'on élimine les pensées négatives. Un dernier petit conseil pour la route, Dorit? Oui, un conseil fondamental aussi dans tous les domaines de la vie d'ailleurs, avoir un entourage bienveillant parce que souvent les croyances limitantes, c'est le reflet de ce qu'on entend dans notre environnement. Donc entourez-vous de personnes bienveillantes et positives. Effectivement, c'est important. Merci beaucoup, Dorit, en tout cas pour cette chronique. Et puis nous, on continue à parler éducation, créativité, aussi dans la deuxième partie du talk. L'école du futur s'invente évidemment tous les jours sur School TV à 12h30 en compagnie de nos invités et chroniqueurs. Aujourd'hui, comment introduire un petit peu plus de créativité à l'école? On continue d'en parler avec vous. Anne Coffinier, vous êtes défenseur des libertés scolaires, présidente aussi de l'association Créer son école. Vous nous parliez juste avant la chronique de Dorit de cette passion qu'ont les enseignants et qui est nécessaire aujourd'hui pour la transmission du métier. On a parlé aussi en préparant cette émission du problème de recrutement des enseignants. Il y a un vrai sujet là-dessus en ce moment. Vous me disiez que peut-être le problème de fond, c'était surtout ce qu'on a envie de faire de l'école aujourd'hui. Oui, et puis on donnait cet exemple, un professeur, il donne envie s'il est épanoui. Il donne envie de travailler si lui-même a l'air de lire, il a l'air de se passionner, il a l'air d'être à fond dans sa matière et d'en vivre, que ça le nourrisse, que ça soit épanouissant pour lui. Si le professeur, il a un esprit fonctionnaire, je regarde quand on est fonctionnaire, mais vous voyez, s'il vient dans le cadre de son créneau alloué, il fait son travail puis il s'en va, sans s'intéresser aux élèves ou même en dehors de la question de s'intéresser aux élèves personnellement, sans passion particulière, sans désir de partage avec eux, on se dit, bon, c'est pas passionnant. Et lorsqu'on a la chance d'avoir des élèves et des professeurs qui peuvent travailler ensemble sur quelque chose, ça peut être un projet, ça peut être une traduction, ça peut être une pièce de théâtre, ça peut être... ça change tout. Moi, j'ai connu des écoles indépendantes dans lesquelles, par exemple, chaque année, il y avait une pièce de théâtre qui était montée avec les élèves et les professeurs qui jouent en même temps. Ça change complètement la perspective. Parce que forcément, il y a une forme d'égalité. On joue en même temps, on peut avoir un trou en même temps, on peut avoir une idée pour le prof peut avoir une idée pour soi. Bon, ça change. Coopération. Voilà, ça fait. Par ailleurs, lorsque dans les écoles indépendantes, on recrute des gens qui ont eu une autre carrière ou qui ont en même temps une autre carrière, on importe la force de la société civile. Par exemple, un prof de sciences physiques, il va être ingénieur qui aura déposé des brevets. Le professeur de français, ça sera peut-être quelqu'un qui publie de la poésie ou qui est dramaturge. Donc forcément, ça donne un regard des élèves sur le professeur très différent et ça donne un regard du professeur lui-même très différent. Bien sûr. Quand on voit aujourd'hui la disparition progressive des textes d'invention, c'est toujours, c'est des textes à trous. Et textes d'invention en français. Textes d'invention, donc typiquement un peu la suite de la rédaction. Raconter une histoire ou bien que pensez-vous de tel truc. De plus en plus, c'est éliminé au profit de choses très cadrées. Alors, il faut commenter un texte, il faut répondre à des questions, mais la réponse à la question, elle est quasiment dans le texte, voire dans la question. Donc, en gros, il faut dire ce que le prof veut qu'on dise, et on a bien compris que si on ne dit pas exactement ce qu'il veut qu'on dise, on aura une moins bonne note. Là, on conditionne d'emblée à une servilité, à un manque d'initiative, à un manque même de courage. On comprend que pour avoir le sucre, il faut répondre exactement ce qui est attendu. C'est quasiment pavlovien.
C'est un sujet de liberté aussi. C'est un sujet de liberté. Ça me fait penser à Francine Labelle, qui est une enseignante au Canada, qui intervient beaucoup aussi sur la créativité à l'école et qui disait, je cite, « Le prof est là pour allumer le feu, pour ouvrir de nouvelles portes et non pas pour bloquer l'élève avec des restrictions. » C'est intéressant. Mais bien laisser un enfant s'exprimer librement, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de règles. Au contraire, est-ce que vous êtes d'accord justement avec Francine ? Oui. La créativité, elle vient forcément avec des règles, mais aussi avec beaucoup de liberté. Oui, tout à fait. Par exemple, lorsque vous faites faire écrire un récit, une petite nouvelle à un élève, en lui donnant un thème, inventaire, récit, science-fiction, parce qu'on veut, il va avoir tout un champ de créativité. Il ne va pas pouvoir se dire « Ah ben là, je fais ça parce que la prof l'a dit de faire ça », c'est pas possible, le champ est trop large. Et en même temps, il va bien comprendre qu'il faut structurer ses phrases, il y a des règles de syntaxe, il y a une manière d'harmonier le lecteur, il faut choisir un temps, il faut une concordance des temps, tout ça, ça doit être maîtrisé. Et donc, il va partir d'un projet qui est particulier et il va devoir maîtriser des règles. Maintenant, si le premier réflexe de l'instituteur ou du prof, c'est de dire « Ah, il y a une faute d'orthographe », avant même de s'intéresser à ce qu'il raconte, ça va susciter un repli de l'élève qui va se dire ah, « ça va pas ». Maintenant, le professeur, il peut tout à fait s'intéresser à ce qu'il dit, va plus loin là-dedans, etc. Et au bout d'un moment, lui dire « attention, regarde, c'est pas assez clair, reprends ça ». Et du coup, lui faire comprendre qu'il faut corriger son orthographe, sa syntaxe, etc. Mais d'abord en s'intéressant à ce qu'il a à dire. Or, tout le système, la plupart du temps, le système scolaire ne s'intéresse pas tellement à ce qu'on a à dire, ou alors inversement, problème complètement inverse, veut absolument faire dire des choses personnelles aux enfants, mais quasiment intrusifs. C'est-à-dire, et ton père et ta mère, et comment se passe chez toi, où tu as passé tes vacances, la fameuse question où as-tu passé tes vacances. Mais on s'en fout. Et en plus, il y a des gens qui passent des vacances nulle part, ou des vacances merdiques. Donc pourquoi il faudrait raconter comment se sont passées nos vacances ? Vous voyez, c'est ce type de choses intrusifs. Par contre, développer une pensée personnelle, un imaginaire personnel sur un sujet, ça, c'est intéressant. Ça, c'est pas intrusif. Ça laisse un espace. Vous voyez, il y a une espèce de bizarrerie où on va être intrusif sur les personnes et en même temps, on ne va pas s'intéresser à un imaginaire ou une capacité. Voilà. Autre point super important, si vous me permettez, la question de l'initiative. Parce que la créativité et l'initiative, c'est quand même très lié. Et en France, il n'y a pas d'espace pour l'initiative pour un élève. D'abord, il n'y a pas de responsabilité. De l'âge de 3 ans jusqu'à 18 ans, il n'a pas plus de liberté dans un établissement. Peut-être d'aller sortir entre midi et 2 sans demander l'autorisation. Et encore, ça dépend si les parents autorisés. Donc en réalité, il n'y a pas d'espace de plus en plus important d'initiative, de responsabilité, d'autonomie. C'est pas vrai. Donc, il y a des cours d'entrepreneuriat dans les écoles, par exemple, qui permettent... De temps en temps, ça existe, mais c'est rarissime. Mais ce n'est pas systémique, voilà. C'est ce que vous dites. Nous avons créé un prix à la Fondation Kairos pour développer cet esprit d'entreprise dès l'école. On voit bien que c'est très rare. Il faut beaucoup d'initiatives et d'engagement du professeur. Est-ce que le sujet, Anne, c'est pas non plus que on a peur aujourd'hui que les enfants s'épanouissent à l'école ? Alors, je ne crois pas que ça soit une peur, mais je crois qu'on a surtout peur qu'ils ne soient pas prêts pour la vie après l'école. Il y a une espèce de peur terrible il ne va pas réussir, il n'aura pas un bon métier, il n'aura pas des bonnes études. Donc, il y a une peur. Enfin, la gestion de l'école est avant tout dictée par l'anxiété des parents. C'est intéressant. Donc, ça veut dire que cette anxiété des parents, elle arrive à influer, à infuser aussi dans l'école. Oui, et puis il y a une perte aussi de confiance dans la valeur émancipatrice du savoir. Le savoir en lui-même, il donne toutes les cartes pour faire tout. Vous prenez la tradition anglaise de l'éducation, vous pouvez faire, je ne sais pas, être docteur en théologie, ça ne vous empêchera pas d'être trader à la City. Et c'est normal pour des Anglais, ça leur paraît aucun problème. Ce qu'il faut, c'est que vous soyez passionné et bon dans votre domaine et rigoureux. Après, cet état d'esprit-là, vous allez pouvoir le transférer n'importe où. Mais en France, on ne réagit pas du tout comme ça. En France, on est tout de suite... très longtemps, il y a eu le diktat des maths, parce que ça ferme aucune porte, ça permet d'avoir les meilleurs métiers, etc. Donc tout le monde allait vers les filières scientifiques, même s'ils n'aimaient pas ça. Et de toute manière, il y a cette idée qu'il faut être tout de suite adapté au métier. On ne croit pas au savoir en tant que tel. C'est-à-dire que la capacité à penser, à développer une pensée critique, aussi à développer une conscience historique aussi, ce qui est très important, et une rigueur de raisonnement, une appétence pour le savoir, on ne croit pas que cette disposition d'esprit, en fait, elle permet de faire face à tout dans la vie. Et ça, je crois qu'il est temps de renouer avec cet état d'esprit-là.
Encourager la créativité dans l'école de demain. Et ben voilà, c'était le sujet de notre émission aujourd'hui et j'étais ravie, vraiment, Merci, Annie Coffinier, Philippe. d'en avoir parlé avec vous. Vous êtes Merci. toujours la bienvenue dans l'émission. Je rappelle que vous êtes défenseur des libertés scolaires et présidente d'une très belle association qui s'appelle Créer son école. Merci mille fois. On voit qu'il y a encore un petit peu de boulot aussi dans l'école à faire, mais c'est important d'avoir des gens comme vous. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, Dorit, mais qui font pour les actions, ouais. bouger l'école. Merci aussi à vous, Dorit, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis nous, on se retrouve évidemment dès demain à 12h30 sur School TV. Bonne journée.